Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin sur Eau de Radio 91.3 sur la FM ce soir avec des Manus en studio. On a plusieurs Manus en studio. Ah oui, je me suis démultiplié là. Tu t'es démultiplié Manus, comment ça va? Ben, je vais bien. J'accueille un nouveau Manu. Ouais, mais Il me fait bienvenue la à toi concurrence. Manu. Merci à vous de me recevoir, messieurs. Voilà, Emmanuel, on va t'appeler Emmanuel. Il n'y a pas de souci. À la maison, c'est Emmanuel. Donc, C'est alors, Emmanuel bien. à la maison? Ouais, malheureusement. Ah, c'est pas Manu. Non, j'aurais préféré. Ah ben ouais, tu m'étonnes. Ah ouais. C'est vachement plus pratique, hein. Ouais, je sais, ouais. Ça a plus 3 ans vite de mon aussi. expérience. Mais en général, quand c'est Emmanuel, c'est que ça va pas trop. Ah oui, la maman elle gueule. Ouais. Quand Mais t'entends bon, là, Emmanuel, oh merde. c'est surtout la blonde, là. Ah, bon, et on accueille aussi Samuel au téléphone, Vasselin du Club des 5. Salut Samuel. Salut à tous. Comment Salut. tu Salut, vas? Sam. Ça va, ça va. Ben, tu sais, moi, quand mes parents m'appelaient Samuel aussi, c'est souvent qu'il y avait... ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon quand il t'appelait Samuel? Ou quand on me disait Samuel dans ta chambre pendant les matchs du Girondins, c'est que je m'étais un peu énervé contre l'arbitre. On comprend. On Ah comprend oui. bien. Ce sont Énorme. des choses qui arrivent. Bon, Et heureusement que j'habitais pas chez mes parents dimanche, d'ailleurs. Bon, Emmanuel, t'es supporter des Girondins, c'est la première fois que t'es dans le talk. Merci d'être avec nous. Ben, merci à vous de Bon, me depuis recevoir. quand tu supportes les Girondins, qu'on te connaisse un peu? Ah ben moi depuis toujours, mon père m'a transmis ça, puis c'est Bordeaux, c'est chez moi. Voilà, je suis natif du bassin d'Arcachon, mais bon, les Girondins, ben, c'est depuis que je suis tout petit. Ouais. Et l'Escure, ben, mes premiers pas à l'Escure m'ont fait adorer les Bordeaux, et puis voilà, Voilà, ouais. Bon, et t'as quel âge? 25 ans? 30 ans. Ouais. 30 ans, voilà. Merci, t'as c'est vu, gentil. Ouais, je te rajeunissais. Ouais, y a Et pas t'es de souci. abonné? Ouais, je suis abonné, ouais. C'est la première année que je prends une carte d'abonnement. T'es où dans le stade? On est virage sud, au-dessus des supporters ultra, ouais. Ouais, t'es avec Gino, hein, qui est là. Voilà, dans je suis le avec talk. Gino, exactement. Voilà, ok. Bon, ben c'est bien. Et tu gères un compte Twitter? C'est Voilà, je gère, bon, je donne un coup de main avec Gino, mais on a surtout un collègue à nous, Olivier, qui gère vraiment lui la page Twitter de Vas-y, Culture donne- Girondin. ça Culture Girondin, Voilà. c'est non, hashtag, non, arrobase. Bon, je suis un peu, j'ai la crève, je vous dis, j'ai une Y a crève pas de de souci. C'est malade. l'arrobase, ouais. D'ailleurs, très bon compte Twitter que j'aime bien suivre. Il y a des choses vraiment intéressantes à regarder dessus. Puis, il y a des bonnes blagues des fois hein, qui Oui, sortent. on Hein essaie de faire des choses sérieuses, mais à la fois pour rire un peu aussi. Exactement. Faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est ce qui fait Samuel avec le Club des 5. Oui, c'est vrai aussi. On a cette mentalité aussi. Ouais. C'était pas la mentalité dimanche, hein, pour le coup de Bordeaux. par contre. Bon, allez, je vous donne le programme de cette émission. La première demi-heure où on va revenir sur la défaite face à Montpellier 2-0. On va en parler ensemble, du coaching, de Briand, des joueurs, de leur attitude. On a une deuxième demi-heure où on accueillera Antoine Jarige de Football Ski pour nous parler. Football Ski, c'est un petit peu la référence en France sur la Ouais, connaissance. c'est un nouveau concept. En fait, c'est à la neige, tu fais du football et du ski en même temps. Voilà, Football Ski, voilà, la référence du Bah, football et du ski. Non, c'est ça, exactement. De tout le football de l'Est. Donc, il sera avec nous hein, pour nous faire un peu cet avant-match du Zénith Bordeaux hein, qui se profile jeudi soir. Et on a une dernière demi-heure, 22h, 22h30, où on parlera, on essaiera de faire cette compo, des matchs à venir et de la vente des Girondins, ce qui ne nous empêche pas d'en parler avant hein, si on en a envie. Voilà, où on accueillera Élise au téléphone. Bon, Samuel, j'ai envie de te donner la parole au départ. Pour ce match face à Montpellier, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en retiens? Une grande sensation de vide, mais qui était attendue au vu du groupe et des absents, enfin de l'absence surtout pour moi de Cornelius, l'absence de la feuille de match de Samuel Kalou qui fait un gros début de saison et qui aussi fait une bonne trêve internationale avec le Nigeria. Donc on se privait un peu aussi d'hommes qui peuvent dynamiter un peu les équipes adverses et puis on mettait sur le terrain, alors Karamo et Kamano ont fait leur match, surtout Karamo. Mais voilà, on met devant un joueur, on va en parler après, j'imagine, de Jimmy Briand, mais voilà, on a un joueur qui n'est pas présent dans la surface, qui fait que Bordeaux a joué, Bordeaux avait une possibilité de jouer entre son but et la ligne médiane. Après, au-delà de cette surface-là, il n'y avait aucune combinaison possible. Il y en a eu très peu dans le match, lesquels qui ont été ratés. Donc voilà, en fait, c'est le foot, attention, le foot c'est bête, hein, c'est simple. Si tu n'as aucun moyen pour être dangereux pour ton adversaire et qu'en plus de ça, en parallèle, tu as des joueurs défensivement, sans viser le capitaine de cette équipe, qui te mettent en difficulté, qui peuvent te mettre en danger,
si tu es en danger et que tu n'es pas dangereux, c'est toi la proie. Donc voilà, c'est encore une fois un match où sans les améliorations qu'on avait vues contre Copenhague, contre Nantes, où on retourne avec cette équipe de début de saison qui était 19e, on a un résultat de 19e où on propose rien et on repart avec rien du tout dans le sac. C'est ça. Moi, ça m'a fait penser énormément au match de Copenhague. Manu. Un truc qui m'a un peu de Prague. De Copenhague, même à domicile. Ouais, moi, je trouve. ouais. Même si on avait eu beaucoup plus d'occasions. Copenhague, on fait les 30-45. La deuxième mi-temps, elle est très bonne contre Copenhague. Il y a du jeu, il y a des actions. Même en première mi-temps, tu arrives à obtenir un penalty. T'as Briand, je crois, qui a une occasion. Moi, le Copenhague, encore une fois, je trouve que c'est un match où il n'y a pas eu de chance. Là, franchement, dimanche, je vous pose la question, est-ce qu'à un moment donné, même à 0-0, déjà à 0-0, je pense qu'on s'est tous dit, ça sent mauvais, ça arrive. Et à partir du moment où il y a eu le premier but, même si l'arbitre, en faisant son boulot, aurait dû accorder un penalty à Bordeaux, à aucun moment, je me suis dit, ils peuvent revenir dans ce match. Ils ont la faculté de faire quelque chose. C'est comparé à Tottenham ou contre Tottenham. Désolé, on est sur la Ligue des Champions, je me perds un peu dans les clubs, comparé à Copenhague où là pour le coup, pour moi s'il y a un partout c'est plus que logique, même il aurait dû avoir 2-1 pour Bordeaux à la fin de match. Là, 2-0 c'est classique, on s'est ennuyé et il n'y avait pas de suspense. Ouais, mais pourquoi moi ça m'y fait penser, après Manu, je te donne la parole, c'est parce que franchement on prend un but de casquette, le premier c'est Costil qui le donne, et le deuxième c'est un penalty qu'on donne, et Copenhague je trouve qu'on a donné aussi les buts un peu de la même manière. Sur ça on est absolument d'accord, mais ça ressemble à tous les buts qu'on prend cette saison généralement, à Rennes c'est pareil, il n'y a pas de secret. Manu? Moi ce qui m'a un peu étonné contre Montpellier, c'est qu'on n'avait pas Cornelius, mais on a joué comme si on avait Cornelius. Alors que Brigand c'est tout à fait un autre style par rapport aux Danois, donc déjà ça c'était incompréhensible. À partir de ce moment-là, tu ne pouvais pas espérer grand-chose. Si tu joues avec un joueur comme si tu jouais avec un autre, c'était tout simplement mort. Et oui, l'équipe était complètement vide, on dirait qu'ils avaient joué 24 heures avant, ils proposaient rien, c'était le vide intersidéral, et le coup de poignard de Laborde, bien aidé par Costil, mais à aucun moment du match on ne pensait revenir, c'était juste impensable. Même les entraîneurs l'ont bien vu. Quand on perdu, Bédoué était sur le banc, il était à l'ouest. On va en parler du coaching. Emmanuel? Le coaching? Non, ton sentiment sur le match. Mais écoute, moi, en toute honnêteté, je l'ai pas vu parce que j'étais sur la route. Mais j'ai vu quand même un bon résumé. C'est compliqué parce que Costil, il donne, c'est sûr que sur sa sortie fantasque, il donne le but, quoi. Mais après, c'est un tout, je pense. Il y a beaucoup de travail à faire, même sur Costil, ou que ce soit en défense. Le ballon arrive, il faut venir gêner le défenseur aussi, l'attaquant à la Laborde, quoi. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on s'aperçoit qu'une trêve du 10 jours vient à gommer tout le bon travail qui avait été fait sur les 4 dernières semaines. Et ça brise toutes les dynamiques, de toute façon, ces trêves. Mais ça veut pour dire... Pour nous, observateurs, déjà, c'est une plaie, parce que pendant 10 jours, on n'a pas de spectacle, on a des matchs en bois entre le Danemark et l'Autriche. Et en plus de ça, c'est vrai que pour les clubs, aujourd'hui, vu l'importance, alors je dis pas qu'il faut supprimer les matchs internationaux, au contraire, je suis très fier de voir jouer les Bleus une fois par mois, mais c'est vrai que pour les clubs, c'est dramatique, parce qu'à chaque fois, ça brise la dynamique. Et alors, pour le coup, Bordeaux, ça avait fait l'effet inverse la première fois, parce qu'entre-temps, il y avait eu l'arrivée de Ricardo, etc. Et là, pour le coup, il y avait une vraie dynamique, il y avait une vraie rotation, j'ai envie de vous dire, des hommes en forme. Un coup, c'était Caramo, un coup, c'était Kalou, quasiment tout le temps, c'était Cabano, Cornelius à porter. Et là, tous ces mecs qui rentrent, soit ils ont fait 10 jours en sélection, notamment pour Cabano, il a fait 10 jours avec la Guinée exceptionnelle, mais sur des terrains, je peux vous dire, le pauvre, il est revenu, il avait les jambes... il avait vraiment les jambes dans la boîte à gants, donc voilà, mais c'est vrai que ça brise totalement l'élan. Aussi, hein. Les jambes dans la boîte à gants, je connaissais pas cette expression. Ouais, mais je crois que je l'ai un peu inventé, pour être tout à fait honnête avec vous. On l'apprend quand même. Ouais, mais franchement, on l'apprend, elle est bien. Ouais. Les jambes dans la boîte à gants, faut la retenir. Là qu'on est arrivé un peu, je dirais pas à la fin de Camano, je me suis mal exprimé, mais voilà, les défenseurs ont cerné que Camano, c'était vraiment la bête noire, c'était vraiment le poison de Bordeaux. Et que maintenant, ils vont le charcuter, ils vont le tacler, ils vont s'en prendre à lui constamment. Et maintenant, Bordeaux va devoir apprendre à jouer aussi, en prenant compte que le Camano, c'est entre guillemets la star de l'équipe, même si pour moi, c'est pas la star de l'équipe, mais que c'est un peu le joueur dangereux de l'effectif,
et que les défenseurs vont vraiment être à fond sur Camano. Ouais. Donc, Et il l'était déjà, bon. Manu Ouais, sur là, Martin. ça a monté un peu, C'est c'est un peu monté, je trouve, là, encore. À Guingamp, il l'était déjà, contre Nantes aussi, mais en fait, le fait qu'il y ait Cornelius, qu'il y ait Caramo aussi dans le match contre Nantes, qu'il y ait Kalou à Guingamp qui fait pas un mauvais match non plus, le fait que ces hommes-là permutent beaucoup avec Camano, etc., c'est vrai qu'en fait, même si Camano était marqué, il avait d'autres solutions, il y avait plus de palettes à son jeu. Là, quand t'es avec Briand, Camano, en fait, la seule chose qu'il peut faire, c'est entre guillemets aller tout droit. Et voilà, quand ça marche pas contre une défense regroupée. Et surtout contre Montpellier, quand même connu pour être une défense bonne, très bonne et agressive aussi. Donc on a un peu la frontière hongroise, l'agressivité de Montpellier. Tout est fermé. Ouais. Emmanuel, sur Camano, tu voulais réagir? Camano, c'est sûr que c'est l'homme en forme des Girondins actuellement. Mais je veux dire, si peut-être que les autres clubs de Ligue 1 le savent, faut changer de jeu. À un moment donné, il faut arrêter de lui lancer des ballons et il va pas se démerder tout seul, le pauvre gars, quoi. Donc trouver d'autres solutions, repasser sur le milieu de terrain, mais comme on n'a pas un milieu de terrain capable, lui, de progresser, de percuter seul, on est obligé de se remettre sur Camano ou sur Kalou à droite pour se donner des occasions. Ouais. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas un vrai milieu de terrain créatif et qui saura faire 4 passes, peut-être qu'on s'en sortira un peu mieux. Tant qu'il y aura Lucas Leraer. Voilà, Leraer. Lucas, à part bâtir des murs, le mec... À part jouer sans ballon pour Malcolm l'an dernier, et voilà. Ouais. Quand un joueur de foot est meilleur sans ballon qu'avec, pas besoin d'en rajouter. Non, mais bon, il a mis un beau but avec le Danemark quand même. Ouais, mais voilà, mais c'est comme Pavard au mondial. Hein, ils en mettent 2 dans leur vie et quand ça arrive, c'est magnifique, mais il faut pas. C'est la magie du football, ça des fois. Ouais, c'est le football. Ouais, mais c'est le football, quoi. Ouais. Moi, tu la tentes 100 fois, tu la mets une fois, voilà, c'était la bonne. Moi, ce que je retiens de ce résultat, c'est que finalement, le jeu des Girondins, il n'y a pas de socle sur lequel les coachs ils peuvent s'appuyer, puisque tu t'aperçois qu'en 10 jours, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient acquis juste avant de partir à la trêve. Donc ça veut dire que les bases, elles sont pas là, et c'est assez inquiétant, parce que si à chaque trêve, ils doivent repartir de zéro pour refaire une cohésion... Avec cette confiance Non. Entre guillemets. Alors, moi, j'ai lu dans Sud-Ouest... Ils sont trop tranquilles, surtout. Pardon ? Ils sont trop tranquilles à Bordeaux. Il faut surtout les remuer un peu, se montrer. Et déjà, il va falloir qu'ils arrêtent leur entraînement à huis clos et permettre aux gens d'aller les voir et d'aller s'exprimer. Peut-être que ça leur fera du bien. Et moi, Nico, si tu me permets, et je crois que le débat devait être abordé incessamment sous peu, moi, j'aimerais dire que cette défaite-là, pour moi, c'est la première vraie défaite du tandem Ricardo-Bédoué. Parce que moi, je pense pas que la trêve, elle ait cassé la dynamique des joueurs. Je pense qu'elle a cassé la dynamique collective, mais aussi parce qu'il y a eu un manque d'innovation pour ce match à Montpellier. De toute façon, Ricardo, on l'a vu tout le match, il transpirait comme pas possible sur le banc. Il avait 0 solution. Bédoué, il était au musée Grévin, c'était une statue de cire, il bougeait pas. Moi, à un moment donné, je pense que sur ce match-là, il fallait tenter des choses. Il fallait éventuellement essayer de relancer. Souvent, la trêve internationale, en plus, il y a pas mal d'internationaux à Bordeaux. C'est le moment où les mecs qui vont pas en sélection se donnent un peu à fond, jouent, peuvent parler avec le coach. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui auraient pu être lancés dès le début. Moi, je pense qu'en 9, par exemple, on a vu qu'il y avait des soucis avec Briand. Pourquoi pas donner sa chance à Depréville? De toute façon, dans tous les cas, on n'a pas Cornelius, on part perdant. Donc, faut tenter des choses. Moi, je pense qu'une saison, c'est 38 journées. Et quand tu es européen, c'est 50, 55 avec les compétitions nationales. Je pense que faut pas ces mecs-là, faut pas juste leur donner du temps de jeu quand on affrontera Granville ou je sais pas quelle équipe de CFA2 en début janvier. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps aux autres, tenter des choses, essayer quelque chose de nouveau, aller bousculer l'adversaire et pas se dire ok, on a 2 équipes, une avec Cornelius, une avec Briand, tout le reste autour ça bouge pas. Oui, tout à fait. Comme tu parlais de relancer Depréville, je suis totalement d'accord. Ce garçon a été un peu jugé un peu trop rapidement à mon goût et ça ne me ferait pas de mal de le revoir sur le terrain, que lui redonner un peu de confiance en lui disant mais tiens, on sait un peu les stats que tu as, c'est pas forcément fameux, mais on compte sur toi. Cornelius n'est pas là, c'est toi qui vas te prendre la pointe de l'attaque, même si pour moi... Ou même tenter un 4-4-2 avec Depréville et même avec un deuxième attaquant, oui, voilà, tout à fait. Oui. Seul en point, ça marche pas, qu'on compte sur lui, quoi, et pas sur les matchs dits en bois, quoi. Non, mais on est d'accord. La compo, elle était à revoir, cette compo, que ce soit à partir du milieu de terrain, le Raeur. Alors maintenant, je vais prononcer comme toi. Moi, si, j'ai un expert danois qui m'a dit que ça se prononçait comme ça.
Après, tu sais, des fois, même eux disent des conneries, hein, mais moi, du coup, j'ai j'aime bien de le prononcer comme ça. Non, mais j'aime bien. Maintenant, je vais l'adopter. Le Raher. Demandez-lui. Vous le voyez plus souvent que moi. Demandez-lui comment ça se prononce exactement. Bon, on va demander à Florian qui lui demande comment se prononce son prénom. Écoute, on va lui demander. Mais lui, déjà, dans la compo, il doit pas y être. Et Camano, il doit souffler. Et Brillant, il doit pas y être dans la compo. Brillant, c'est vraiment une catastrophe. Le mec, il a rien fait sur ce match. On le savait. On le savait quand on a acheté Brillant, que ça allait pas être l'attaquant numéro 1, qu'il fallait pas jouer tout seul en pointe. Et ça, c'est un attaquant qui va jouer avec un deuxième attaquant qui va pas être le titulaire principal. C'est là où on n'a pas de profondeur de banc au poste de numéro 9. Il doit jamais jouer titulaire, le mec. Pourquoi, Emmanuel? Vas-y. Parce que c'est fini, Brillant. Je suis désolé, quoi. Il met pas un pied devant l'autre, le gars, quoi. Il est complètement perdu. Un ballon en profondeur, il y va pas. Je comprends pas, quoi. C'est trop tard. Il faut le faire jouer un quart d'heure. Et puis il fera pivot, il donnera un coup de main comme ça, mais pas plus d'un quart d'heure. Moi, je le ferai même pas jouer 10 minutes. Donc, c'est pas son jeu à Brillant de jouer comme on joue en ce moment avec Bordeaux. C'est pas du tout son jeu. Lui, c'est à 2 attaquants où il a un peu moins d'efforts à faire, où il est intelligent devant le but. C'est pas faire des courses sans arrêt, sans avoir le ballon. Malheureusement, c'est pas son jeu. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on lui demande. Donc, c'est qu'il y a un problème sur le banc. C'est là où. Pourquoi on le fait jouer là? Je sais pas si vous rejoignez Samuel dans ce qu'il a dit. C'est la première défaite vraiment importante du duo Bédou et Ricardo comme coach. Moi, je le rejoins complètement. Ah ouais, bien sûr. Ouais, et il y a Drive sur le hashtag WG Le Talk sur Twitter, j'ai oublié d'en parler, qui nous salue et il nous dit: la trêve démontre que nous n'avons pas de banc pour les coachs puisqu'ils n'ont pas fait confiance à d'autres joueurs. Ben oui. Par exemple, on pouvait faire confiance à Youssouf au milieu de terrain. Le relancer. Même pas dans le groupe. Vada. Le petit Vada. T'en as plein. T'en as tellement. Le futur président a dit qu'il y a beaucoup trop de joueurs sous contrat aux Girondins. Et on n'en voit que très peu. Donc à un moment donné, il y a un petit souci aux Girondins à ce niveau-là aussi. Et on peut parler de Basic aussi, parce que là, franchement, Basic aussi, oui. Non, mais Basic il joue tellement peu qu'on joue pas. C'est la plus grande escroquerie c'est l'ingérence de Basic, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, on fait un match où le Rayer joue encore, après avoir joué 2 matchs avec le Danemark, il n'est pas excellent depuis le début de saison. Basic donc est sur la feuille de match miracle, alors qu'il par contre quand c'était pour le mettre sur la feuille de l'Europa League, ils avaient oublié qu'il était au Hayan, ils avaient oublié qu'ils l'avaient recruté. Et donc là les mecs, ils doivent faire rentrer Depréville alors que t'es mené de 0, ils choisissent finalement de faire rentrer Basic à la place de Sabali. Basic il se retrouve en 3e défenseur central ou des fois en relayeur, c'était pas compréhensible. Mais donc en fait le mec c'est quoi? C'est-à-dire qu'on le fait pas jouer sur la Coupe d'Europe, on le fait rentrer, on sait même pas où. Mais moi j'ai envie de dire à Joe Dagrosa, Stéphane Martin, à qui ils veulent, mais mettez-le sur le mur du Hayan et fusillez-le directement, parce que là c'est incroyable ce qu'ils font. Pourquoi ne pas le tenter? En plus c'est un peu dans le style de Rabiot. Basic, c'est un milieu relayeur avec un gros gabarit qui peut être bon dans la construction. Pourquoi il joue pas à la place de Lerraer ou éventuellement si on veut se faire souffler sans carré pour Zénith? Je comprends pas. C'est-à-dire que là, à un moment donné, Ricardo et Bédoué, ils ont la mission commando pour sortir Bordeaux de la relégation, et parce qu'en Ligue 1 c'est facile, les ramener aux premières places, elle a été réussie. Mais alors, la deuxième partie du processus, qui est arriver à gérer l'effectif et à en tirer le maximum avec le maximum d'hommes sur la saison, là franchement, ils vont pas avoir droit à beaucoup d'erreurs. Ils ont déjà grillé un joker dimanche. Donc il va falloir vraiment que ce soit mieux géré, parce que on peut faire une saison avec 15-16 hommes si c'est 15-16 joueurs qui peuvent tenir la route sur une saison. À Bordeaux, c'est pas le cas. Ouais. C'est vrai que l'histoire Basic, c'est incompréhensible, c'est le mystère. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Moi je comprends pas. C'est fait exprès, on est d'accord. C'est fait exprès. Il n'a pas fait des mauvaises entrées, il est prometteur, il nous dépannerait bien, on en a besoin. Non mais il va remplacer Costi la force un jour. Ouais, donc, et puis il rentre que quand on est mené 2-0. Et oui, donc forcément pour la confiance, c'est pas forcément le meilleur système. Les conditions. Non, franchement, je comprends pas cette histoire. Non, mais un jour ils vont lui défaire les lacets pour que quand il rentre il tombe. Enfin voilà, ils ont envie
de lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. C'est pour lui et pour le club, c'est nocif. Ouais, mais c'est quand même incroyable que ce soit fait, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est fait de manière consciente, mais bon, on peut le penser. Mais c'était lui juste parce que j'ai un doute, lui, c'était une recrue Girondin ou une recrue Poyet. Ouais. Le seul. Ah d'accord, donc en gros ils lui font payer le litige un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, le Moi, joueur, je il pense pense pas. rien. Mais je sais pas. Je pense pas qu'ils lui fassent payer, mais je pense qu'ils savent pas gérer. Non, mais dans le sens, pas ils lui font payer, il n'y a pas une vendetta contre lui, mais ils disent nous on n'en veut pas particulièrement, il nous est pas dans ce qu'on a envie de faire, il a pas l'air de nous être utile, donc bon bah voilà, on va s'en servir pour combler les tonneaux vides, voilà, comme le à Montpellier ou contre Strasbourg, voilà, quand tu perds et qu'il faut faire souffler un joueur et que faut pas en fatiguer un autre parce que le match est perdu. Est-ce que vous avez vu le groupe qui va jouer face au Zénith? On va en parler là, puisqu'on est dedans sur cette gestion de joueurs. Tu l'as vu, Samuel, ou pas? Non, j'ai pas vu. Alors, je vais vous le donner. Et donc, il y a des éléments marquants, puisqu'on parle de... Déjà, il n'y a pas Basic. Alors, Basic n'y est pas, bien sûr, il n'a pas été inscrit, justement, puisqu'on parle de lui. Il y a Valentin Vada qui fait son retour. C'est très bien, ça. Dans le groupe. Il y a Sabali qui est mis au repos, Camano qui est mis au repos, et Cornelius qui est convalescent. Ah! Voilà. Donc ça voudrait dire qu'en attaquant, et ce qu'il faut savoir, c'est que Youssouf, dans la présentation du groupe, il est classé parmi les attaquants. Kalou, Youssouf, Briand, Depréville, Caramo. Oui, on peut plus jouer la Ligue Europa. Voilà, c'est ce qu'on se demandait avant. Notre meilleur joueur n'est pas là pour les matchs les plus importants. On ne peut pas aller en 16e, on n'y croit plus, c'est tout. Il laisse tomber. Il y a les 3 joueurs qui ont changé ton visage depuis la trêve de septembre. Voilà, ils sont pas là. Alors, on va faire un tour là de table. Emmanuel, est-ce que tu penses qu'en la Ligue Europa, on fait une croix dessus avec le groupe qui a été donné ce soir ou pas? Ou c'est de la gestion? On va pas le faire. On va pas mettre une croix depuis ce soir, mais on peut la mettre depuis le premier match déjà. Et puis, si tu gagnes pas chez toi, dans tous les cas, un match comme Copenhague, tu dois gagner. Donc là, tu pars au Zénith, la meilleure équipe du groupe. Tu es limité en effectif. Donc oui, tu peux aller là-bas et prendre 4 perles et rentrer chez toi. Ouais. Donc tu penses là que les coachs, ils font une croix, ils privilégient le match de Nice? Ils lâchent le match. Voilà. Pour moi, l'Europa, c'est fini, quoi. Oui. Tu perds ce match-là, tu es éliminé. Et tu fais pas jouer ton meilleur joueur. Tu fais pas jouer 2 autres joueurs qui ont été importants pour toi. Clairement, tu vas pas pour gagner, tu vas juste parce qu'il faut y aller, que tu es obligé d'y aller. Mais je sais pas, étrangement, je pense que Bordeaux va quand même s'imposer 1-0, 2-1, mais ça va être dégueulasse. Parce que franchement, je trouve que Bordeaux, mine de rien, des fois ils font des choses où on est complètement surpris. Et là, je pense que les joueurs vont se dire, attends, nous on y croit encore, nous on va tout faire pour, on va vous montrer qu'on est quand même des bonhommes. Ce serait sympa, c'est ce qu'on veut. Ouais, moi franchement, des fois Bordeaux ils ont des réactions, comme dit mon père souvent, quand je regarde un match de Bordeaux, je sais pas ce qui va se passer. Samuel, toi tu penses qu'on fait une croix dessus clairement les coachs, ou ils vraiment avec ce groupe moi je pense qu'ils s'achètent un peu une excuse et une raison. Après je suis d'accord aussi avec Manu je pense que Bordeaux va faire un coup à Saint-Pétersbourg. Enfin un coup, on va pas perdre à Saint-Pétersbourg. Ça peut être un 0-0 tout pourri sans saveur, comme une victoire où tu mets 2 buts rapidement et après t'en prends un et tu serres, comme ça peut être but à Dermide, mais je pense qu'il va y avoir un résultat qui sera pas négatif pour Bordeaux, mais que du coup ils y vont avec une équipe bis, sans les meilleurs joueurs, comme ça si jamais ça tourne mal, ils disent voilà, on n'avait pas nos meilleurs joueurs, voilà, c'est vrai que la Coupe d'Europe là c'est quasiment terminé, on est déçus, blablabla. Et si jamais ça marche, et surtout ils amènent pas beaucoup de monde parce qu'ils se disent aussi si jamais on perd avec la défaite à Montpellier, il faut dire que l'important ça reste d'être bien en championnat. Et du coup, si on gagne, ils vont dire voilà, ça a redonné confiance au groupe, on n'est pas mort. Là, si on gagne contre Nice ce week-end, on n'est pas loin du podium. Donc c'est stratégique, je pense. C'est voilà, pour le coup, je pense que Vada, Depréville vont jouer, par exemple. Alors peut-être pas tout le match, peut-être pas commencer, mais je pense que il y a moyen qu'on les voit assez longtemps sur ce match. Et encore une fois, si ça marche, ce sera la victoire on sera la victoire de la gestion du groupe, et si ça marche pas, eux on les fait pas jouer parce qu'ils sont nuls. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu diplomatique, politique un petit peu ce match de Ligue Europa. Une petite remarque, ouais, t'as raison, excuse-moi, je te coupe. C'est un peu soit on rêve, soit c'est écrit déjà, c'est bien qu'on y soit. Ouais, il y a Isa sur le hashtag qui nous dit Sabali est sorti blessé à la cuisse et Camano aussi
après tous les coups qu'il a pris face à Montpellier. Donc aussi, c'est peut-être un moyen de les faire souffler. Nous, on voit peut-être le mal partout. Et... Après, ils ont quand même lundi, mardi, mercredi, 3 jours pour... Oui, quand tu prends des coups, tu restes pas une semaine sur le banc non plus. Hein. Je pense que... Après, il a peut-être raison, notre ami Isa. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y aura une rébellion puis une fierté. C'est quand même des fiertés, ces joueurs. Ah, faut pas qu'on perde. Mais on va en parler là dans 3-4 minutes avec notre invité Antoine Jarich de Football Ski. Et juste avant, j'aimerais qu'on fasse un tour de table sur Costil. Et après, on libérera Samuel, alors Emmanuel Costil, vas-y, tu peux nous dire qu'est-ce que t'en penses. Donc, il se trouve sur sa sortie. Oui, ça, il se trouve. Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Ton sentiment sur lui? Sur Costil? Ben, moi, je pense... Sur son début de saison et ce match. Pour moi, c'est un bon gardien. Après, maintenant, quand il n'est pas en confiance, il est capable de faire... on va avoir le but de Fekir l'an dernier, par exemple. 55 mètres, il est à 20 mètres de sécage. Il est capable du meilleur comme du pire. Après, bon, il fait une grosse boulette devant la board dimanche. Et 10 minutes après, il sort un arrêt, on ne sait pas comment il fait. Donc, voilà, c'est... Moi, il faut qu'il travaille, parce que je suis sûr qu'il peut faire de bonnes choses à Bordeaux. Et si on regarde bien, Carasso, quand il arrive à Bordeaux, pendant 1 an, tout le monde lui a mis du bois, tout le monde l'a mis plus bas que terre, et puis à l'arrivée, tout le monde l'a embrassé parce qu'il nous a sauvés. C'est sûr que Carasso, c'est pas le même gardien que Costil. Carasso, c'est sûr qu'il a de meilleures qualités, mais moi, je te garantis que j'ai vu pas mal de monde lui cracher dessus, faire comme à Costil et mettre 1 an, parce que Carasso, pareil, sur ses sorties catastrophiques de début de saison. Et il y a peut-être 10 ans, mais voilà. C'était la même chose, quoi. Donc, Manu et Relance, il avait été grave accueilli, c'était différent, et puis même il avait des prestations en Ligue des Champions qui étaient magnifiques. Moi je pense que Costil, pour donner mon avis, Nico, parce qu'il est très simple, il va très vite, c'est que c'est exactement la même réflexion qu'on a après le match contre Lille, c'est-à-dire que avec Carasso, et c'est Edu Brigante, supporter des Girondins, qui le disait sur Twitter, qui disait 20 ans avec Ramé et Carasso pour finir avec Costil, ça fait mal aux fesses. Et c'est exactement ça, parce que Costil, c'est l'inverse de Carasso et Ramé, c'est-à-dire que Carasso et Ramé, c'était des gardiens sur 38 matchs qui allaient être bons. Ramé était blessé à un moment donné, 10-15 matchs sur 38, mais quand il était là, il allait être bon 90% du temps, 95% du temps. Il allait faire 1-2 erreurs dans la saison, mais jamais tu lui en veux sur cette erreur, parce que le mec a fait plein de choses. Costil, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un match contre Lille, il va être excellent, on va se dire c'est la victoire de Costil, mais le match d'après, il fait une cagade. Et à Toulouse, c'était pareil, le but de Leia Iseka, il se fait lober comme l'an dernier avec Fekir, il a 5 mètres de saccage, alors que l'attaquant est en plein centre, il se fait lober, voilà. Et après derrière, il sort une grosse occasion sur un truc, mais c'est toujours ça, c'est-à-dire que Costil, en fait, il rattrape ses erreurs, alors que Carasso et Ramé, les rares erreurs qu'il faisait, on leur en tenait même pas compte, tellement il y avait la balance était positive. Donc voilà, avec Costil, ce sera ça. Si ça se trouve contre Nice dimanche prochain, il nous fera un super match, mais on sait que c'est pas un gardien qui est solide, c'est pas un gardien qui est régulier. C'est tout simplement pas un grand gardien, contrairement à Carasso et Ramé. Non, mais après, moi, j'ai jamais dit que c'était un grand gardien. Et je l'ai jamais comparé à Carasso ou à Ramé, le mec. Moi, je te dis que... Je dis pas ça, mais je te dis juste que faut jamais qu'on attende quelque chose avec ce mec-là, parce que il est... de toute façon, quand à 32 ans, ta carrière, c'est Sedan, Rennes, Bordeaux... ça veut tout dire. Mais c'est sûr, mais après, voilà. Moi, je te dis, il est capable de faire de bonnes choses, faut qu'il travaille. Et après, sur le terrain, il n'est pas tout seul. Il serait un peu plus en confiance. Il aurait une équipe un peu mieux devant lui. Peut-être qu'il s'en sortirait un peu plus. Meilleure défense. Voilà. Samuel, je te libère. Merci beaucoup. Merci à vous, Samuel, le podcast sera dispo demain. Salut. Avec plaisir. Il sera relayé. J'espère que la prochaine fois que je vous ai au téléphone, c'est pour de meilleures nouvelles. Ouais, allez. Salut. Passez une très bonne soirée. Ouais, merci à toi. Salut, ciao. Bon, Manu, Carasso, alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Carasso, il est fini, donc je m'en fous. Mais Costil, pardon, ce lapsus. Mais moi, je rejoins Emmanuel, mon compère. Carasso, au tout début, il était vachement critiqué, insulté. Il a bien remonté la pente. Il a été un très bon joueur de Bordeaux, et je le reconnais. Costil, pour moi, je préfère un gardien qui fasse des grosses erreurs, qui se prenne quelques buts, que ce soit impressionnant à voir, parce qu'à la lobe de 50 mètres, c'est impressionnant à voir, mais que ce soit vraiment quelques erreurs comme ça, qu'un gardien qui fasse beaucoup de boulettes,
mais de façon plus discrète sur la relance, et sur le placement sur la ligne, qui sortent pas assez et qui prennent plus de buts. Ouais. Donc pour moi, Costil, c'est un très très bon gardien. Un très très bon gardien. Il y a du travail à faire, c'est sûr. En équipe de France, oui, il a fait quand même l'Euro 2016. Oui, c'est sûr, c'est dans pareil. Un pays comme la France, qui est réputé pour avoir des très très bons gardiens, Costil, il est là, il est toujours plus ou moins pensé par Deschamps, appelé. Donc pour moi, non, c'est vraiment un très bon gardien. Et, je sais pas, son match contre Lille, je suis désolé, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un 9 sur 10 de l'équipe pour un gardien de but. Ah oui, non, là, on ne le reverra pas cette saison. Costil, c'est un taulier. Quand tu as une défense devant toi qui tient la route, c'est sûr, c'est très bon. Mais tu mets Buffon à Bordeaux. C'est pareil. C'est ça. C'est la même chose. Une défense complètement à la ramasse, plus tu prends l'occasion dans la tête et plus tu te prends des buts. Donc tu répares la défense devant lui, il prend de la confiance et il sera encore meilleur qu'avant. Allez, pour clôturer cet épisode, Benoît Costil, réaction de Drive sur le hashtag WGLeTalk sur Twitter. À ceux qui vont me parler de l'arrêt de Costil 10 minutes après sa boulette, je préfère prendre le deuxième que le premier. Psychologiquement, il nous a tués. Lyon, Rennes, Montpellier, à quand le prochain? Voilà, bon. Ouais, mais ça arrive sur d'erreurs contre Laborde, ça peut arriver. Bon, on n'aura pas parlé de Gaëtan Laborde, mais on en aura beaucoup parlé l'année dernière. On n'a pas besoin d'en parler. Il a parlé tout seul dimanche, lui. Ouais, bon, tu le regrettes ou quoi? Un petit peu, ouais. C'est vrai, d'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aurais préféré voir Gaëtan Laborde en pointe que Briand, moi. D'accord, oui. Voilà. Pas faux. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Ouais, ça se défend. Beaucoup plus combatif. Et plus jeune, surtout. 21h35, on va passer